Chapitre 23. La grande porte s'était ouverte devant nous. Dressé sur ma jument, je caracolai derrière Thomas, heureux de cette victoire et des bêtes magnifiques que nous ramenions. Dans la cour brûlaient des torches. Les hennissements et le bruit des fers sur le pavé faisaient un vacarme assourdissant. Nous nous attendions à un accueil enthousiaste, mais ce ne fut pas le cas. Les gendarmes se rassemblèrent autour de nous, commentant la qualité des chevaux, mais nul ne nous félicita. Du haut du perron, le fou nous observait un singulier sourire sur sa face rouge. « Que se passe-t-il » demandai-je à Thomas en poussant ma monture près de la sienne. « On dirait qu'ils ont peur. Les serviteurs n'osent même pas venir à notre rencontre. » « Je ne sais pas. À part le fou que tout cela a plutôt l'air d'amuser, il faut reconnaître qu'ils font tous bien triste figure. »« Ah, voilà le capitaine !» Le vieux soldat marcha vers nous d'un pas décidé. Ses sourcils froncés et le rictus de sa bouche n'annonçaient rien de bon. Sur un signe de lui, des garçons d'écurie et un palefrenier se précipitèrent pour conduire les destriers au stade. L'homme balaya du regard le groupe des écuyers, puis s'adressa brusquement à Thomas, lui demandant où était Thierry de Lhulle. « Nous ne l'avons pas revu depuis que nous avons pris les bêtes, » répondit mon ami. « Je devais assurer le commandement de cette opération. »« Par ma barbe !» jura l'autre. « Que se passe-t-il, capitaine ?» Le soldat jaugea celui qui lui faisait face et se décida à parler. « Ce matin, peu de temps après votre départ, nous avons trouvé un cadavre dans les écuries. »« Un cadavre ? Vous voulez dire… Je veux dire ce que je dis. Une malmort, l'homme a été étranglé. »« Nous le connaissions ?» demandai-je. « Je ne sais pas, c'était le premier assistant du maître d'œuvre. Un vieil ouvrier que vous avez peut-être croisé, quoique j'en doute. »« Êtes-vous tous de retour ? Il me semble que vous n'êtes pas au complet. »« Non, l'un d'entre nous qui avait le nez cassé est resté ici et il en manque deux autres qui devaient faire diversion et ne nous ont pas encore rejoints. Thierry de Lhulle est sans doute parti à leur recherche. Il n'aime guère laisser ses jouvenceaux en mauvaise posture. Oui, bien sûr, je n'y avais pas pensé, approuva Thomas. J'ai ordonné aux serviteurs de vous laisser les torches et de quoi vous rendre présentable près du lavoir. Si votre maître ne revient pas, vous me ferez un rapport sur ce qui s'est passé depuis votre départ du château. Allez. Bien, capitaine. Entraînant les autres, Thomas et moi nous dirigeâmes vers les lavoirs qui occupaient le haut bout de la cour, près du puits. Le fou nous suivit, nous observant un long moment, puis il s'approcha de mon ami. « Je sens la cognée à la base de mes racines, » murmura-t-il avant de s'éloigner. « Qu'a-t-il voulu dire ?»« Une sorte de message de mort, à moins qu'il ne répète les paroles de quelqu'un, » observa Thomas. « L'arbre qui sent le fer de la hache à sa base n'en a pas plus pour longtemps. Mais de quoi ou de qui voulait-il parler ? Décidément, je n'arrive pas à me faire à cet homme. »« Viens, ne t'occupe pas de lui et allons nous décrasser. » Sur une pierre plate étaient disposés des paniers de linge de toilette et des boîtes de bois contenant des savons de saponaire. « C'est vrai que nous en avions besoin, observai-je. Nos visages et nos mains étaient souillés de boue et nos vêtements raidis par la glaise. »« Oui, répondit sèchement mon ami, le visage soucieux. »« Allons, ne fais pas si triste figure, fis-je en posant ma main sur son épaule. Nous avons bel et bien remporté une victoire aujourd'hui. »« Le crois-tu vraiment ? J'ai un mauvais pressentiment, tu sais, et cela n'a rien à voir avec les paroles du fou. Tous ces morts et petit Luc, Hervé et le maître qui ne sont pas revenus. » Je haussai les épaules, refusant, malgré l'inquiétude qui me gagnait, de me laisser aller à la morosité. Nous achevions de nous rincer, nous éclaboussant en riant avec les seaux emplis d'eau glacée, quand les trompes des guetteurs donnèrent à nouveau l'alerte. La poterne s'ouvrit lentement, livrant passage au maître d'armes, portant sur ses larges épaules le corps sans vie d'Hervé. Chapitre 24. Les soldats s'étaient écartés devant Thierry de Lhulle en l'éclairant de la lueur de leurs flambeaux. Le silence s'était fait. Le maître d'armes alla d'un pas lourd vers les établis de la forge déserte, y déposer son fardeau avec douceur. Le visage sombre, nous formâmes un large cercle autour du cadavre de notre compagnon. « Va prévenir Thibaut de la Roche, le capitaine et le chapelain » m'ordonna sèchement de Lhulle en essuyant la sueur qui ruisselait sur son visage. Je partis en courant et revins bientôt, accompagné des trois hommes et de la silhouette sinistre du dogue noir.
Que s'est-il passé? Gronda Thibaut après avoir reconnu le mort. Et pourquoi m'avoir perdu justement celui-là? Malgré la dureté de ses paroles, le maître d'armes garda le silence. Il se sentait responsable de la mort de l'écuyer et de la disparition de Petit Luc et ne connaissait que trop Thibaut. Ses colères étaient comme des incendies. Mieux valait éviter de les alimenter par des réponses inutiles. Mais Delille savait surtout que la famille d'Hervé, tout comme celle de Petit Luc, était importante dans les jeux d'alliance que maintenaient en place les seigneurs de la Roche avec leurs vassaux et leurs suzerains. Il avait déjà dû se maudire 20 fois pour avoir perdu ces deux-là. Devant son manque de réaction, Thibaut finit par se calmer. « Je vous écoute, fit-il. » Delille expliqua d'une voix sourde qu'une fois le gros de sa troupe hors de danger, avec les chevaux, il était retourné sur ses pas pour retrouver les deux garçons, les délivrer s'ils étaient prisonniers et les aider à regagner l'abri du château. Mais il était arrivé trop tard. Hervé, oubliant la lumière crue de la lune, avait imprudemment quitté le couvert des arbres pour traverser une clairière. Il faisait une cible idéale. Un archer ennemi l'avait tué. Et l'autre? Je ne l'ai point vu, mais suis moins inquiet pour lui. Sans doute attend-il le jour dans quelque cachette. Ces mots morts méritent une leçon, gronda Thibaut. Le capitaine d'armes s'interposa. Nous leur avons pris des chevaux, ils ont pris un des nôtres. De toute façon, à l'heure qu'il est, ils ont déjà dû rebrousser chemin. Oui, pourtant, cela nous aurait fait du bien, une bataille, et à mon chien aussi. Thibaut de la Roche éructa encore un moment, menaçant Delille des pires sanctions s'il ne retrouvait pas Petit Luc. « Vous avez bien compris » demanda-t-il une dernière fois, avant de s'en retourner d'un pas furieux vers le château, sa bête sur les talons. Le maître s'était incliné, puis, répondant à un signe du capitaine, s'éloigna de quelques pas pour parler à voix basse avec celui-ci. Les serviteurs avaient apporté un brancard de fortune. Nous y déposâmes le corps d'Hervé pour le mener à la chapelle. Le lieu de prière était creusé dans la roche. Il était dédié à la Vierge Marie, une petite lampe à huile y brûlant nuit et jour. Le père Nicolas alluma une chandelle à l'une de nos torches et désigna le linceul de l'ouvrier Chartrain posé sur le dallage. « Mettez celui-ci à côté de l'autre, ordonna-t-il. Soudain, tout me parut sinistre et notre victoire dérisoire en regard de la mort d'Hervé et de la disparition de Petit Luc. Je me reprochai ma légèreté, comprenant mieux la gravité de Thomas. Nous obéîmes et le chapelain recouvrit Hervé d'un drap blanc avant de prononcer une brève prière. Il allait veiller les morts jusqu'au lendemain midi, après la messe, où il serait porté en terre dans le cimetière en dehors de l'enceinte. Delille, qui nous avait rejoints, nous regardait le visage fermé. Deux vieilles femmes, vêtues de noir, apparurent soudain sortant d'une porte basse au fond de la chapelle. Elles portaient des linges propres, une bassine d'eau tiède, un savon. Elles venaient faire la toilette du mort, et nous écartâmes devant elles. Je sentis en cet instant combien Hervé était déjà loin. Il n'avait pas eu le temps de devenir un homme que ces femmes allaient le préparer pour son dernier voyage, et le père Nicolas lui ouvrir les portes du royaume de l'au-delà. « Allez tous vous coucher !» ordonna le maître d'armes. « De Roussy, nous nous verrons demain. Ce jour se suffit à lui-même, même pour moi. » Nous obtempérâmes en silence, quittant les lieux sans nous retourner. Le silence était retombé dans la cour déserte. Les flammes de nos torches dessinaient des ombres dansantes sur la pierre blanche de l'enceinte. Derrière nous, je savais que les vieilles femmes dénudaient le corps d'Hervé, le lavant à grandes eaux, lui coupant les ongles et lui peignant les cheveux. Je sentis une boule se former au creux de mon estomac. Quand je pense que ce matin encore, nous nous battions ensemble, murmurai-je. Je l'aimais bien, je m'en rends compte maintenant. Oui, répondit Thomas, moi aussi. Mais à ton avis, qu'est devenu Petit Luc? Je ne sais pas, lâcha-t-il d'un ton maussade. Sa voix n'augurait rien de bon. Il avait le visage contracté, le regard triste et les poings serrés. Tu n'y es pour rien, Thomas. Hervé était dans une clairière quand il a pris cette flèche. S'il avait gardé le couvert ainsi que notre maître nous l'a appris, il serait encore des nôtres. Petit Luc était beaucoup plus malin, je suis sûre qu'il est encore vivant. La nuit est tombée et il doit attendre le jour pour rentrer. Quant aux hommes de Montmort, tu as entendu le capitaine, ils ont déjà dû faire demi-tour. Oui. Tu sais que Luc m'a sauvé la vie ce matin. Non, il ne m'a rien dit.
et je contais ma mésaventure dans les sous-bois, la pierre qui avait tué le colosse, le sang-froid de petit Luc. Tout de même, insista Thomas, je n'aurais pas dû choisir Hervé. Il était trop lourd, trop voyant. Oui, mais il savait faire l'homme ivre bien mieux qu'aucun d'entre nous. Un mince sourire s'esquissa sur les lèvres de Thomas à cette singulière épitaphe. Allons nous coucher, et demain, si le maître d'armes le veut bien, nous partirons à la recherche de petit Luc. Chapitre 25. La forme errait dans le labyrinthe des couloirs, allant de la chapelle où reposaient les corps au commun des domestiques. Les gens avaient peur. Ils se serraient les uns contre les autres, regardant autour d'eux avec inquiétude. Chez les soldats aussi, les rumeurs allaient bon train. La forme se glissa derrière une muraille, écoutant la conversation animée d'un groupe d'hommes d'armes. Un sergent et de jeunes recrues enrôlés depuis peu dans la garde du château. « Je te dis que c'est sire Guillaume. »« Non, c'est son fou. Rappelle-toi la haine sur son visage quand nous l'avons sauvé des mains des domestiques. »« Vous perdez la tête, » grommela sans conviction le sergent. « Que voulez-vous que ce soit ?» protesta un autre. « Une malédiction s'est abattue sur ce château et nous allons tous mourir, » fit un quatrième. La forme retint à grand-peine un gémissement de douleur. Le bruit lugubre de sa plainte résonna entre les hauts murs. « Silence !» fit l'un des soldats. « Vous avez entendu ?»« Cela vient de partout autour de nous. C'est sire Guillaume, il va nous tuer !» s'écria affolée l'une des jeunes recrues en reculant d'un pas. « C'est d'un guerrier que nous parlons, et d'un homme qui a fait les croisades, pas d'un diable. C'était notre chef !» protesta le sergent en reculant lui aussi. La souffrance avait fait tomber la silhouette difforme à genoux. Elle se recroquevilla sur le sol humide, laissant le froid la pénétrer. Le temps s'étira. Les soldats avaient fui vers leur quartier. Des rats s'approchèrent du corps inerte, puis se détournèrent en couinant. Dans un effort surhumain, la forme s'était redressée, ses moignons glissant sur les parois suintantes. Combien de temps tout cela allait-il encore durer? Combien de temps encore allait-il pouvoir vivre comme cela? Une longue plainte s'échappa de ses lèvres tuméfiées.